Bonsoir, bonsoir. Je vous entends bien parfaitement, Bonsoir à monsieur. tous. Bonsoir. Vous m'entendez bien, monsieur Ouedraogo? Je vous entends très bien. La projection aussi. Oui, oui, on va très bien aussi. Nous verrons la carte blanche de commencer à partir de 16h10. Bonsoir à tous et bienvenue. Merci pour l'intérêt que vous marquez pour ce webinaire. Tout d'abord, je vais demander aux uns de désactiver leur micro pour tous ceux qui ont les micros activés. Merci. Le thème de ce webinaire est les enjeux de l'entrée en vigueur du CCBNL pour les entités à but non lucratif, les ONG, associations, les projets et programmes. Moi, je réponds au nom de Thierry Miguel Yamego, auditeur comptable et financier, chef de mission au cabinet d'expertise comptable Fidali. Donc, à présent, je vais laisser la parole à Monsieur Kabori Mohamed, qui est un auditeur comptable et financier, un expert comptable, mémoraliste, afin qu'il puisse, j'ai oublié, il est certifié en IS, afin qu'il puisse nous présenter ce webinaire. Monsieur Kabori, vous avez la parole. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci Bonsoir. pour l'intérêt déjà. Merci, monsieur Yamiro Thierry. Moi, je me présente, c'est Kabouré Mohamed. Je suis auditeur comptable et financier au sein du cabinet Fidali. Je suis le responsable du département audit et commissariat au compte. Je suis en charge de vous présenter les enjeux liés à l'entrée en vigueur du système comptable à but non lucratif ce soir. Je ne sais pas si vous m'entendez bien et que vous voyez ma présentation. On vous entend, on vous reçoit bien. Ok. Il faut d'abord se dire que cette présentation, c'est pas une formation complète du système comptable à but non lucratif. Déjà, cette formation est venue déjà pour déjà mettre en lumière ce système-là. Donc, nous n'avons pas fait une formation parce que vouloir faire une formation directe sur le système comptable à but non lucratif, ça sera un peu complexe et ça demandera beaucoup de temps. Parce qu'on doit normalement travailler soit sur les associations, soit sur les projets. Pour cette formation d'aujourd'hui, nous allons d'abord faire une présentation large du système comptable à but non lucratif. Donc, pour faire cette présentation, la présentation va s'articuler sur quatre. Le premier point, nous allons d'abord parler du contexte. Comment ce système est venu. En deuxième point, nous allons résumer le référentiel. Dans notre troisième point ou quatrième point, nous allons parler de comment réussir la migration. Donc, sans plus tarder, il faut se dire que l'OADA a franchi une étape cruciale dans la réglementation comptable des entités à but non lucratif en adoptant l'acte uniforme. Et c'est à sa 53e session à Niamey que le Conseil des ministres a adopté le système comptable à but non lucratif. Donc, il faut se dire qu'il existait un flou. Et si vous partez, déjà, l'acte uniforme avait besoin d'une réforme. Il y a deux articles au niveau de l'acte uniforme relatif au droit comptable et l'information financière qui se contredisaient. Si vous prenez l'article 2 d'abord de l'acte uniforme, l'article 2 de l'acte uniforme disait d'abord que sont astreintes à la mise en place d'une comptabilité, dite comptabilité financière, les entités soumises aux dispositions de l'acte uniforme portant sur le droit commercial général, de l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et de groupements d'intérêt économique de l'acte uniforme, des entités publiques, des parents publics, d'économiques mixtes, non lucratifs là, à but lucratif et non lucratif devaient utiliser cet acte uniforme là. Et quand vous partez à l'article 5, l'article 5 vous dit qu'il est institué un système comptable unique commun à tous les États partis, composé d'un plan comptable général OADA et du dispositif général, au compte consolidé et combiné, dénommé système comptable OADA, abrégé SYSCOADA, et annexé au présent acte uniforme qui est le SYSCOA a pour objet la collecte, la tenue et le contrôle, la présentation et la communication par les entités informations financières établies dans les mêmes conditions de fiabilité et de compréhension et de comparabilité. L'article 5 continue en vous disant que tous les établissements de crédit, les établissements de microfinance, les acteurs du marché financier, les sociétés d'assurance, de réassurance, les organismes de sécurité et de prévoyance sociale et les entités à but non lucratif ne sont pas assujettis au SYSCOADA. Vous voyez déjà, il y avait déjà une contradiction au niveau de l'acte uniforme. L'acte uniforme à l'article 2 disait que le système à but, ça contenait les entités à but non lucratif. Et à son article 5, il vous dit que les entités à but non lucratif n'ont pas l'obligation d'utiliser le SYSCOADA. Donc, ce qui faisait que depuis, bien que l'acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière imposait les entités à but non lucratif de tenir une comptabilité financière, il exclut au champ d'application le système, le SYSCOADA. Donc, dans le même acte-là,
l'article 2 qui nous disait qu'on doit tenir une comptabilité pour les entités à but non lucratif. À son article 5, on dit que les sociétés, les entités à but non lucratif ne devaient pas utiliser le 6 quadra. On dit que cette exclusion a généré une diversité pratique comptable au sein de l'espace OHADA. En ce moment, ça veut dire qu'on avait une nécessité d'avoir un système comptable spécifique aux entités à but non lucratif. Ce vide a été comblé lors du 53e Conseil de ministres qui s'est déroulé à Niamey. Donc, voilà la naissance du système. Et l'acte uniforme est entré en vigueur le 1er janvier 2024. Donc, référence, il faut juste aller voir l'article 23 de l'acte uniforme. Donc, la réforme du CICEBINET de l'OHADA marque une étape historique pour les entités à but non lucratif de l'espace OHADA. Elle garantira une comptabilité plus précise et transparente, renforçant ainsi une crédibilité et leur capacité à réaliser leur mission sociale. Les entités à but non lucratif doivent prendre conscience de ces changements et de se préparer activement pour assurer une transition en douceur vers ce nouveau cadre comptable. La mise en œuvre de l'acte uniforme CICEBINET contribuera à promouvoir une gestion financière responsable et à soutenir les efforts en faveur du bien commun. Donc, voici déjà le contexte de la naissance du CICEBINET. Donc, pour résumer, ça veut dire que le CICEBINET est venu d'un vide juridique qui existait dans l'acte uniforme relatif aux droits comptables et à l'information financière à l'article 2 et à l'article 5. L'article 2 qui disait que les entités à but non lucratif ont une obligation de tenir une comptabilité et l'article 5 qui disait que les sociétés à but non lucratif n'ont pas l'obligation d'utiliser dans les différentes exclusions. Vous allez voir qu'on va parler de microfinance. Oui, toutes ces différentes entités qui ont été citées avaient des systèmes, avaient des référentiels propres à eux. Mais les entités à but non lucratif n'avaient pas de ce système. Donc, voici déjà la naissance au 53e session. Donc, ça a été adopté depuis 2022. Et maintenant, pour applicable au 1er janvier 2024. Donc, nous sommes déjà à 8 mois déjà de l'application de l'acte uniforme. Donc, à son article 1, on vous dit que toutes les structures, toutes les entités à but non lucratif font partie de l'OHADA ou des sociétés ou des entités étrangères qui ont une représentation dans l'OHADA ont une obligation d'appliquer le CICEBINET. Donc, le CICEBINET est formé de 3 documents. L'OHADA est formé de 3 documents. Vous avez d'abord l'acte uniforme même, l'aspect juridique. L'acte uniforme comporte 11 pages. À côté de ça est annexé le CICEBINET. Le CICEBINET même qui est composé de 402 pages environ. Et il y a un guide d'application de 22 cas avec 37 pages. Voici déjà présenté le référentiel. Donc, en résumé, ce référentiel est composé de 3 éléments où vraiment, si vous voulez, vous prenez les deux. Maintenant, le guide d'application vient appuyer pour le CICEBINET. Donc, vous avez les 2 éléments. L'acte uniforme dans lequel est annexé le CICEBINET. L'acte uniforme qui est autour de 11 pages. Et le CICEBINET autour. Le premier chapitre va vous parler des dispositions générales. Le deuxième chapitre va vous parler des états financiers annuels. Le chapitre 3 va vous parler des moyens de contrôle. Le chapitre 4 va vous parler de dispositions pénales, les aspects liés aux différentes infractions. Et le chapitre 5 va vous parler des dispositions finales. Le CICEBINET est composé de 4 parties et autour de 15 chapitres. La première partie qui est composée qui est du cadre conceptuel parle de 2 chapitres. La partie 2 parlera de comment structurer le contenu, le fonctionnement des différents comptes. Et ça, c'est en 3 chapitres. Vous avez la partie 3, les opérations et problèmes spécifiques en 6 chapitres. Et puis la présentation des états financiers en 4 chapitres. Voici déjà le référentiel. Il y a l'acte uniforme. L'acte uniforme est composé de 28 articles. Et dans les 28 articles, on vous dit que il faut un cumul de l'acte uniforme relatif aux sociétés à but non lucratif et de l'acte uniforme relatif aux droits comptables et à l'information financière. Donc, pour appliquer l'acte uniforme maintenant qui est utilisé maintenant pour les entités à but non lucratif, il faut faire une combinaison de l'acte uniforme relatif au CICEBINET composé de 28 articles et de l'acte uniforme relatif aux droits comptables et à l'information financière composé de 123 articles dans lesquels on fait des exclusions de certains articles. On vous dirait que d'exclure l'article 5, 8, 10 et 13, l'article 17, son alinéa 7 et 8, l'article 18, l'article 19, quatrième tiret, l'article 21, 25 et suivant. Voici les différents articles qui doivent être exclus du champ d'application du système comptable à but non lucratif. Donc, vous avez les 28 articles et 123 articles de l'autre côté où on fait des exclusions. À côté de ça, le CICEBINET que vous allez prendre, le CICEBINET ne va pas traiter des cas spécifiques. Le CICEBINET est un plan comptable sectoriel et ça ne traite que des aspects liés aux entités à but non lucratif.
Donc, ce qui veut dire que les différents acteurs, nous aurons des cas où le CICEBINEL ne va pas traiter. Et on vous dirait que quand le CICEBINEL ne va pas traiter de ces cas, et qu'on a pris même l'exemple, l'opération du meuble de placement, et c'est un type d'opération où le CICEBINEL ne va pas traiter. On vous dit de faire référence au CISQUADA. Donc, pour vous dire que le CICEBINEL vient en complément du CISQUADA. Ce n'est pas deux référentiels carrément séparés, mais il faut prendre le CICEBINEL et prendre certains aspects qui n'ont pas été traités du tribunal là, il faut faire référence au CISQUADA. Et en lien avec l'acte même, on vous dit que l'acte même, dans les 28 articles là, il faut cumuler les articles de l'acte uniforme relatif aux droits comptables et à l'information financière. Donc, il faut déjà associer ces deux référentiels là pour mieux comprendre l'aspect, pour mieux traiter le problème lié aux entités à but non lucratif. On vous dira que à son article 2, que selon l'acte uniforme, l'entité à but non lucratif s'entend à toute organisation poursuivant un but désintéressé et dont les ressources éventuelles générées par l'activité servent au fonctionnement et à la réalisation de son objet social. Donc, cet article vous dit que ce n'est pas parce que nous sommes une association que nous ne devons pas faire des activités qui génèrent des ressources. Mais les ressources que nous allons générer lors de notre activité là, ne doivent pas servir à faire des partages de dividendes. Donc, on vous dira que vous pouvez faire des bénéfices, vous pouvez réaliser des activités, engranger de l'argent, mais ce que vous allez avoir comme ressources là doit servir pour le fonctionnement et à l'objet social de votre activité. Voici défini, c'est quoi une entité à but non lucratif. Son champ d'application, à son article 2, il vous donne les différentes structures ou bien les différentes entités qui ont obligation d'appliquer le CICEBINEL. On vous parlera des différentes associations et ordres professionnels et des entités ayant pour objet la gestion des administrations des projets et développements financés en général par les bailleurs et bilatéraux et multilatéraux. En tant qu'association et ordre professionnel, c'est quoi les associations et ordres professionnels? On vous parlera des associations en règle générale. Vous avez les fondations, les fonds de dotation, vous avez les ordres professionnels, vous avez les organisations religieuses, vous avez les clubs sportifs ayant des statuts d'association parce que vous avez des clubs sportifs constitués en tant que société et puis des clubs sportifs constitués en tant qu'association. En tant qu'association et ordre professionnel, on vous parlera des associations en règle générale. Vous avez les fondations, vous avez les ONG, les fonds de dotation, vous avez les ordres professionnels, vous avez les organisations religieuses, vous avez les clubs sportifs ayant des statuts d'association. Et au niveau des clubs sportifs, je vous ai dit qu'il y a deux catégories. Vous avez des clubs sportifs qui ont été créés sous forme de société. Eux, ils ne seront pas soumis ils seront soumis au CISQUADA. Et vous avez maintenant les clubs sportifs qui sont constitués sous forme d'association, qui seront maintenant dans l'obligation d'appliquer le CICEBINEL. À côté de ça, vous avez maintenant les entités ayant pour objet la gestion des administrations des projets et développements et financées en généralement par des bailleurs et bilatéraux et multilatéraux privés ou étatiques. En termes, allons-y maintenant sur la présentation des états financiers. Je ne sais pas si c'est rapide. Donc, au niveau de la présentation des états financiers, on a retenu deux modèles comme le CISQUADA. Dans le CISQUADA, si vous vous rappelez, on avait trois systèmes. Et avec le CISQUADA révisé, ils sont revenus à deux systèmes, notamment le système normal et le système minimal de trésorerie. Le CICEBINEL est allé aussi dans ce sens. Et dans ce sens, vous avez deux systèmes. Vous avez le système normal et puis le système minimal de trésorerie. Et dans le système normal, on vous dirait que pour les associations et les ordres professionnels, les états financiers qui sont obligatoires, c'est le bilan, le compte de résultat, le tableau de fruits, le trésorerie, ainsi que les notes annexes. Donc, pour faire allusion au CISQUADA, vous verrez que c'est presque pareil. Maintenant, en termes de projet, pour les projets de développement, on vous dit que le projet de développement, mis à part ces quatre éléments qu'on vient de citer pour les associations et les ordres professionnels, ils ont une obligation de produire des tableaux emploi ressources, des tableaux d'exécution budgétaire et puis un tableau de réconciliation de trésorerie ajouté au bilan, au compte d'exploitation et les notes annexes. Au niveau du système minimal de trésorerie, on vous parlera de bilan, de compte de résultats et les notes annexes. Maintenant, qui sont les destinataires de ces états financiers?
que les différentes associations, les différents projets, les différentes ONG vont produire. On vous parlera des usagers bénéficiaires de services, dont on vous parlera de l'État, on vous parlera des organes de contrôle, notamment les différents impôts. Vous avez les partenaires sociaux, vous avez les bailleurs et puis les citoyens et leurs représentants. Voici déjà les différents destinataires des états financiers. On continue dans le régime juridique. À son article 5, on vous dirait que le régime juridique du dépôt des états financiers est soumis à la législation interne de chaque état partie. Donc, c'est soumis à chaque état partie de créer un cadre juridique où chaque pays est censé créer des cadres pour pouvoir déposer ses états financiers. Et actuellement, au Burkina Faso, nous avons la création de la direction des moyennes entreprises C4, qui est créée actuellement pour recevoir tout ce qui est état financier lié aux différentes associations, aux différents projets. Parce qu'on a deux modèles de présentation. Quelles sont les différentes entités qui peuvent appliquer le système minimal de trésorerie? On vous dirait qu'on a soit des subventions inférieures pour les entités dont la subvention est inférieure à 30 millions ou équivalent dans l'unité monétaire ayant cours légal dans l'état parti. Ici, on vous parle de francs CFA parce qu'il y a certains états qui font partie de l'état de loi qui n'utilisent pas forcément le franc CFA. On vous dit, quand vous êtes dans un état qui ne fait pas partie qui n'utilise pas le franc CFA, ça veut dire que vous devez convertir le montant à avoir ces 30 millions-là. Vous convertissez, ça doit être si c'est inférieur à 30 millions, vous appliquerez le système minimal de trésorerie. Les cotisations et autres revenus qui sont inférieurs encore à 30 millions, vous avez aussi les dons et les legs inférieurs à 30 millions. Vous avez pour les projets des ressources du projet de développement inférieures à 30 millions, vous pouvez appliquer. Et puis des autres ressources inférieures à 30 millions, en ce moment, vous pouvez appliquer le système minimal de trésorerie. On continue. Au niveau des Monsieur Kabode, obligations. excusez-moi de vous arrêter. Oui, Est-ce que vous pouvez mettre en mode présentation diaporama? c'est bon? Oui, oui. OK. Au niveau des obligations, en termes de moyens de contrôle, l'article 17 et 23 va vous parler d'un registre des donateurs et l'obligation de désigner un auditeur. Donc, c'est quoi le registre des donateurs? Le registre des donateurs, à son article 17, on vous dit que le registre des donateurs doit être coté. Ça veut dire que c'est un registre où on va loger tous les dons, les donations et les legs reçus par l'entité. Et le registre des donateurs doit être coté, paraphé et numéroté de façon continue par la juridiction compétente de chaque État partie concerné. On vous dit que ce registre-là doit contenir la date de l'opération. Vous avez le nom et le prénom, le domicile et l'adresse mail des personnes physiques, la dénomination de la personne morale, le registre de commerce, le numéro d'identification fiscale, l'adresse du siège social et du mail, le montant du legs ou le mode de libération, que ce soit en espèces, par chèque, en nature, par des virements, on prend. Toutes les écritures contenues dans ce registre doivent être signées par le représentant légal de l'entité à but non lucratif. Si c'est un coordonnateur, ça veut dire que c'est le coordonnateur qui va signer. On dit que ce registre peut être tenu soit en version physique, reliée, ou brossé, ou en version électronique. Donc, on a deux manières de tenir ce registre-là, soit en version numérique, soit en version physique. Au niveau de l'auditeur, à son article 19 de l'acte uniforme relatif, on vous dit que sont tenus de désigner au moins un auditeur, les entités à but non lucratif qui remplissent à la clôture de l'exercice l'un des trois critères. On vous dit que pour désigner les entités qui ont obligation, les entités à but non lucratif qui ont obligation de désigner un commissaire au compte, vous avez trois conditions. On dit, ici, une des conditions sont réunies, ça veut dire que vous avez une obligation de désigner. La première condition, c'est d'avoir un total bilan supérieur à 100 millions ou équivalent dans l'unité monétaire ayant cours légal dans l'État partie. Donc, un total bilan supérieur à 100 millions. Vous avez des ressources annuelles supérieures à 200 millions. Un effectif permanent supérieur à 20 personnes. On vous dit que si une des trois conditions que nous venons de citer là est réunie, vous avez en ce moment l'obligation de désigner un commissaire
un auditeur. On vous dit que l'entité n'est plus tenue de désigner un auditeur dès lors qu'elle ne remplit pas plus aucun des 3 critères ci-dessus pendant les 2 exercices précédents l'expiration du mandat. Ça veut dire qu'une fois que, après l'expiration du mandat de l'auditeur, si les 3 critères qu'on a cités, si vous ne remplissez plus ces 3 critères-là, vous n'avez plus l'obligation de désigner un auditeur. On dit pour les entités à but non lucratif qui ne remplissent pas ces critères, la nomination de l'auditeur est facultative. Si vous ne remplissez pas ces critères, à ce moment, libre choix à l'entité de désigner un auditeur. Mais on dit toutefois, 10% des membres peuvent aller rester en justice et demander à ce qu'on nomme un auditeur pour avoir plus de fiabilité et de sincérité dans la maîtrise des États. L'article 20 vous dira que la durée du mandat, va vous parler de la durée du mandat. On vous dit que l'auditeur est choisi parmi les experts comptables inscrits au tableau de l'ordre des experts comptables ou de l'organe qui en tient lieu. Et il est nommé pour 3 exercices renouvelables une fois par l'Assemblée générale ou l'instance qui en tient lieu de l'entité représentant plus de la moitié des membres présents ou représentés ou par le bailleur de fonds, si c'est des projets de développement. Toutefois, si l'entité a une existence inférieure à 3 exercices, le mandat de l'auditeur est ramené à cette durée. Je reviens sur l'article 20 et 21. Cet article vous dit que, déjà, il faut faire attention à la désignation de l'auditeur. L'auditeur que vous allez désigner doit être un membre de l'ordre des experts comptables. Ça veut dire que vous désignez, donc vous devez faire attention. Il y a ce qu'on appelle les experts comptables diplômés et puis il y a les diplômés d'expertise comptable. Les experts comptables diplômés, ce sont les experts comptables qui ont le cursus, ils ont tout fait et en ce moment, ils sont sur l'ordre des experts comptables. Donc, ils sont sur le tableau de... Vous avez encore les diplômés d'expertise comptable. Ce sont des experts comptables, mais ils n'ont pas cette vocation maintenant de certifier parce que soit ils sont dans le public, soit ils sont dans des institutions privées. Donc, ils ne peuvent pas en ce moment certifier les États. Donc, il faut faire déjà attention. La personne que vous devez désigner en tant qu'auditeur doit être un membre de l'ordre des experts comptables. Et on dit que l'auditeur est désigné par l'Assemblée générale ou l'instance qui en tient lieu. Ou soit, si c'est des projets et développement, le bailleur même peut désigner l'auditeur. On vous dit maintenant, vous voyez que la désignation, c'est 3 ans et renouvelable une seule fois. On vous dit, dès lors que vous avez un projet, parce que vous pouvez avoir des projets dont la durée est de 2 ans. On dit, dès lors que vous avez un projet où la durée du projet est de 2 ans, en ce moment, le mandat de l'auditeur là est ramené à la durée de vie du projet. On continue. Au niveau des sanctions, c'est quoi les sanctions? Les sanctions sont traitées à l'article 24 et 26 de l'acte informe. On vous dira que déjà l'absence d'inventaire et de production d'état financier, à son article 24, on vous dit en cours une sanction pénale. Les dirigeants d'entités à but non lucratif qui n'ont pas pour chaque exercice dressé l'inventaire et établi des états financiers annuels ainsi que le rapport d'activité. Sanction pénale. Ont sciemment établi et communiqué des états financiers ne donnant pas une image du patrimoine, de la sanction financière et du résultat de l'exercice. Vous êtes sanctionné. N'ont pas tenu et mis à jour le registre des donateurs. Vous êtes en ce moment sanctionné. On continue au niveau des sanctions. L'absence de désignation d'un auditeur, on dit selon l'article 25, encourt une sanction pénale. Les dirigeants d'entités à but non lucratif qui n'ont pas provoqué la désignation de l'auditeur de l'entité ou ne l'ont pas convoqué à l'Assemblée générale ou par devant l'instance qui en tient lieu, statuant les comptes de l'entité. Donc, on vous dit, pour les entités qui ont une obligation ou à l'article là, qui ont une obligation de désignation d'un auditeur et qui n'ont pas provoqué la désignation d'un auditeur, encourt une sanction pénale. Les obstacles liés aussi aux vérifications de l'auditeur. Vous pouvez avoir un auditeur, vous ne donnez pas les différents éléments ou les différents documents nécessaires à la réalisation de la mission. En ce moment, l'article 26 vous dit que vous encourez une sanction
et que les dirigeants d'entités à but non lucratif ou toute personne ou service de l'entité qui sciemment ont fait obstacle aux vérifications ou au contrôle des détenteurs ou qui ont refusé la communication sur place de toutes les pièces utiles à la suite de leur mission et livrent des documents et registres en cours cette sanction pénale. Voici déjà broché les 3 éléments. Nous avons d'abord, en premier lieu, parlé d'abord du contexte dans lequel est né le CICEBINEL. Après ça, nous avons parlé du référentiel. On vous a dit que le référentiel, c'est 2 documents. Il y a l'acte uniforme dans lequel est annexé le CICEBINEL. Et après, il y a eu un guide d'application maintenant pour venir étayer des cas spécifiques pour les différents traitements. Après ça, nous avons parlé de différents éléments importants du cadre conceptuel. Dans notre 3e partie, nous allons déjà parler, parce que je vous ai dit que ce n'est pas une formation globale, c'est-à-dire la première partie, notre première partie d'aujourd'hui, là, c'est déjà vous parler de l'acte uniforme et du CICEBINEL. Mais nous avons fait, pour mieux aider les participants, nous avons décidé de mettre une 3e partie où nous, on a décidé de parler déjà de comment vous devez vous y prendre pour réussir votre migration. Parce que c'est un changement de référentiel. Maintenant, le constat est amer. Le constat est amer parce que nous sommes à 8 mois après l'entrée en vigueur du référentiel, mais le constat sur le terrain est très, très amer. Nous avons déjà des acteurs de la chaîne financière de certaines entités à but non lucratif non formés à ce jour. C'est pour dire que nous travaillons beaucoup avec des projets. Nous avons aussi des partenaires qui sont juste à côté, à droite, et nous avons des cadres de concertation. Et nous avons juste fait le constat actuel que beaucoup d'acteurs n'ont pas encore été formés déjà sur ce CICEBINEL. Nous avons encore des gens qui ont été formés, mais qui ont du mal à faire la migration parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils n'ont pas encore fait la migration. Et à travers nos investigations, il s'avère que certaines personnes disent qu'ils ont suivi la formation, mais la formation a été théorique, mais dans l'application, ils ont du mal à appliquer ce référentiel. Près de 95% des entités à but non lucratif n'ont pas encore effectué la migration. Conséquence, actuellement, nous avons des gens où la comptabilité n'est pas encore à jour. Certaines entités continuent malheureusement dans l'ancienne pratique. On a vu certaines entités, bon, du moment qu'ils n'ont pas pu faire la migration et que le comptable aussi se voit mal avoir des pièces comptables de 8 mois sans pour autant être saisies, classées, tout. D'autres font des classements et d'autres continuent avec leurs anciennes habitudes et leurs anciennes applications en attendant de trouver des issues pour la migration. Maintenant, en termes de conseils pour la migration, nous proposons déjà dans l'immédiat de bien se documenter à travers ce que nous allons vous envoyer, déjà les différents documents qui sont sur place. Nous avons déjà maîtrisé l'acte uniforme, maîtrisé le CICEBINEL, et si vous avez des cas que vous ne comprenez pas, faites référence au guide d'application. En deuxième position, nous proposons déjà de vous faire former pour ceux qui n'ont pas été formés, de se faire former. En troisième position, nous proposons de vous faire assister par des structures habilitées dans ce travail. Donc, vous pouvez déjà chercher des entités qui sont habilitées, qui vont vous accompagner à faire cette migration et ça va vous aider en même temps à mieux comprendre le processus. Ça veut dire que vous vous impliquez dans le processus avec la structure ou le cabinet qui a été désigné. Vous faites du début jusqu'à la fin de la migration et en même temps, vous aurez la main, vous continuez votre migration et vous n'avez plus de soucis. En termes d'implication normative, on vous dirait que les états financiers, si vous prenez l'article 16, on vous dit que pour la première année d'application, l'entité n'a l'obligation de renseigner que la colonne N-1 du bilan. On vous dit, parce qu'on a suivi on a fait des cas de concertation et il s'avère que l'article 16, là, quand vous lisez l'acte uniforme, à son article 16, là, c'est mal écrit.
on vous dit de plutôt lire que pour la première année d'application, l'entité n'a pas l'obligation de renseigner la colonne N du bilan. N-1 du bilan. Excusez, N-1 du bilan. Ça veut dire que quoi? Si vous prenez les anciens, quand il y a un nouveau référentiel, on fait le N-1 et le N. On vous dit que pour la première application, vous n'avez pas l'obligation de renseigner le N-1. Donc, vous pouvez juste renseigner le N et c'est bon. Au niveau de la démarche, quelle est la démarche à suivre pour pouvoir avoir des comptes proforma? Pour avoir des comptes proforma, notre première étape là, c'est d'abord faire une prise de connaissance de l'environnement et élaborer un mémo sur le basculement en lien spécifiquement avec les traitements comptables induits par l'entrée en vigueur du CISBN et tenant compte des réalités internes. Ce moment intègre deux dimensions essentielles. On vous propose déjà de faire une bonne prise de connaissance de l'environnement et faire un mémo. Parce qu'on a vu certaines structures qui font une migration sans aucun mémo. Ce n'est pas logique. C'est pas... Dites-vous que la comptabilité ne sera pas tenue par vous-même. Rien que vous, rien que vous, rien que vous. Et vous devez avoir une traçabilité de tout ce qui a été fait pour ce basculement. Déjà, vous allez identifier des changements majeurs applicables. Déjà, en fonction du sys-quadrat ou du référentiel qui était utilisé, vous allez d'abord regarder, en fonction du CISBN, quels sont les changements majeurs applicables. Vous allez regarder comment élaborer ou mettre en place le nouveau plan comptable. Vous allez faire des commentaires sur les comptes, faire des analyses et proposer des traitements indiqués. Vous allez élaborer en ce moment un tableau de passage. Ces 4 différents éléments-là sont plus détaillés dans la suite de ma présentation. Dans l'identification des changements majeurs, il faut d'abord faire des analyses et des évolutions par rapport aux réalités actuelles, soit du projet, soit de l'association. Donc, vous allez faire des retraitements parce qu'il y aura des éliminations des éléments d'actifs et des passifs non autorisés par le CISBN. Donc, forcément, il y aura des retraitements. Il y aura des cas de changement de numéro de compte uniquement. Il y aura des changements d'intitulé de compte uniquement. Donc, il y aura des cas où c'est juste le numéro de compte qui a changé. Vous avez des cas où c'est l'intitulé du compte uniquement qui a changé. Vous avez des cas où c'est le changement de numéro et de l'intitulé de compte. Vous avez des cas où il y aura juste, ça sera forcément l'abandon de l'ancien compte. Vous aurez des cas où il y aura des créations de nouveaux comptes et sous-comptes. Vous aurez des cas de virement de poste à poste, des cas où vous serez obligé d'appuyer des comptes, des cas où vous devez faire des prises en compte d'éléments nouveaux. Donc, ça, c'est déjà l'identification des changements majeurs liés. Vous avez l'élaboration ou la mise à jour des plans comptables. On dit pour faciliter les analyses et les propositions d'imputation comptable, la prise en connaissance qui procède la mission doit permettre de proposer un plan comptable général, analytique, budgétaire, tenant compte des particularités de l'entité. Donc, vous devez proposer, parce que dans le CISBN est annexé un plan comptable. Vous devez prendre ce plan comptable-là, confronter ce plan comptable au plan comptable qui était utilisé pour déjà mettre en place un plan comptable spécifique à l'entité avec ses réalités. En troisième élément, vous avez l'analyse et la proposition des traitements indiqués. Donc, pour faciliter la migration, vous devez analyser, proposer des traitements et surtout donner des explications plausibles aux traitements indiqués. Parce que voilà pourquoi dans le mémo, sur chaque compte, vous devez analyser, proposer des schémas de clôture et puis expliquer pour mieux étayer votre mémo. En quatrième position, vous allez élaborer ce qu'on appelle un tableau de passage. On dit, au-delà d'être une option d'analyse, le tableau de passage peut se révéler être la seule alternative pour générer la balance proforma. Et ce, en l'absence d'un logiciel approprié avec une application appropriée, il peut servir d'outil d'analyse, de recoupement, d'identification et de correction des éventuelles erreurs. Voici un modèle de tableau de passage. Et ce tableau de passage, c'est un tableau qui permet de faire le passage direct d'un ancien référentiel à un nouveau référentiel.
Donc, à gauche, vous allez d'abord mettre tout ce qui est ancien élément, l'ancienne balance de l'ancien référentiel. À droite, vous avez ce qu'on appelle les différents retraitements. Vous allez d'abord en milieu mettre les différents retraitements possibles liés au CCBN. Et dans les retraitements possibles, là, vous avez des retraitements liés à des appuiements de compte. Vous avez des retraitements liés à des virements de compte à compte. Vous avez des retraitements liés à leur première inscription, soit parce que c'est leur première application. Vous avez des retraitements liés à d'autres éléments où vous pouvez loger. Et en ce moment, vous allez mettre le nouveau plan, la nouvelle balance qui sera créée maintenant sur la base du CCBNet. Donc, voici comment on crée un tableau de passage. Et ce tableau de passage va vous permettre d'avoir une balance en même temps CCBNet. Et une fois que vous avez la balance CCBNet là, il ne suffit que de prendre et puis générer vos états financiers pro forma d'ouverture. Donc, on continue ou en termes de, dans la deuxième étape, les traitements comptables des opérations. On vous dit, les mémos élaborés doivent faire l'objet de communication, de validation aux personnes responsables de l'information comptable et financière, le RAF, le coordonnateur, CSND, avec le... On dit, 3 situations peuvent se présenter au plan de la traduction comptable des implications. Vous avez la première situation où on a des entités qui ne disposent pas d'un logiciel approprié. On vous dit, dans ce cas, le tableau de passage est suffisant pour générer la balance après le traitement qui serait utilisé pour l'élaboration d'un compte pro forma. Donc, pour les entités qui n'ont pas de logiciel approprié, le tableau de passage est un élément très, très fondamental. Vous utilisez le tableau de passage, vous élaborez ce qu'on appelle votre balance après le traitement, vous élaborez votre balance si c'est binaire et vous élaborez vos comptes pro forma. Maintenant, vous avez aussi, dans une seconde situation, une entité qui dispose d'un logiciel, mais néanmoins, ce dernier n'admet pas certains paramétrages. Transfert de données de compte en temps, les mises en sommeil de compte, qui n'arrivent pas vraiment à faire beaucoup de... C'est pas trop maniable. On vous dit, en ce moment, vous avez une possibilité de faire d'abord une sauvegarde de l'existant. À la suite de la sauvegarde, vous sauvegardez d'abord l'existant. À la suite de la sauvegarde, vous allez ouvrir un nouveau journal OD, créer un journal dédié, puis comptabiliser toutes les opérations induites, générer des fiches d'imputation, les joindre au mémo et indiquer à côté de chaque imputation du moment les numéros de saisie. En ce moment, vous avez un logiciel qui n'admet pas que vous faites des données de compte en compte, des mises en sommeil. En ce moment, on vous dit plus simplement, vous sauvegardez l'ancienne barre, vous faites des retraitements, vous ouvrez un nouveau journal OD et puis vous passez les nouvelles écritures, vous faites des fiches d'imputation, vous classez et puis vous avez le mémo qui justifie toutes les différentes écritures passées dans le OD. Vous avez en ce moment édité ce qu'on appelle la balance issue du système et pointer les soldes des comptes avec ceux du tableau de passage et voir s'il y a des écarts. Ces écarts doivent être analysés et corrigés pour avoir une balance conforme. Et en ce moment, ça sera facile. La troisième suite, on dit que lorsque la balance est cohérente et obtenue, elle sera saisie manuellement dans une nouvelle base qui a été créée, paramétrée, intégrant un plan comptable analytique et budgétaire comptable qui respecte le CCBNet et c'est bon. En troisième situation, vous avez une entité qui dispose d'un logiciel approprié. Et dans ce cas, nous avons vu des entités la plupart des entités qui utilisent les temps pro là. Ces entités n'ont pas beaucoup de problèmes. Et cet élément-là représente plutôt ce genre de logiciel. On dit qu'il conviendrait de suivre les mêmes consignes que dans la situation de on sauvegarde. Par ailleurs, mettre en sommeil, verrouiller les comptes qui ne doivent plus être utilisés, créer de nouveaux comptes, changer les intitulés de ceux qui doivent être, puis paramétrer les différents états financiers si c'est binaire. Donc, en ce moment, ça veut dire que vous appelez les experts du logiciel. En ce moment, ils viennent, ils mettent en sommeil des comptes, ils verrouillent des comptes, ils paramètrent de nouveaux comptes, ils renseignent de nouveaux comptes et ils élaborent même, ils éditent même des modèles d'état financier annexés au logiciel et c'est bon. Vous allez éditer la balance issue du système et pointer les soldes des comptes avec ceux du tableau de passage
les écarts doivent être analysés comme au premier niveau. Et c'est presque pareil. On dit que les données d'ouverture du 1er janvier sont systématiquement générées et le lien avec le passé permet de disposer d'une balance générale et d'une balance avec les productions des états financiers utilisés. En troisième position, on va vous dire de faire un plan d'action pour la migration. Il est toujours conseillé, comme dans une clôture classique, d'élaborer un plan d'action de migration à l'image de celui vu précédemment et d'organiser les différentes cartes d'échange. Il ne faut pas, parce que vous êtes désigné en tant que structure, vous partez et puis vous prenez la structure en otage. Et non, vous devez collaborer avec les différents acteurs, mettre en place un plan d'action pour la migration et bien coordonner les différentes activités là pour que ça puisse aller rapidement. Il conviendrait de rappeler que le tableau de basculement doit être intervenu après la clôture régulière des comptes de 2023. Donc, c'est après la clôture des comptes 2023. Si votre entité fait l'objet d'audit souvent, c'est après l'audit. Vous avez en ce moment des comptes qui ont été certifiés sincères et fiables. En ce moment, vous utilisez et puis vous faites votre migration. On dit les sauvegardes doivent être systématiques. Vous ne pouvez pas faire la migration sans pour autant sauvegarder l'ancienne base. Vous sauvegardez l'ancienne base avec les différents états financiers, tout. Vous sauvegardez bien archivé avant de faire votre migration. La documentation doit être appropriée. En termes de documentation, nous devons avoir une balance avant basculement imprimée et signée. Nous devons avoir un plan comptable qui a été retenu. Nous devons avoir un mémo, une fiche d'imputation comptable, des PV des divers rapports produits, les inventaires des IMO, des stocks, des espèces, des circularisations, la matrice de calcul, le tableau de passage, la balance d'ouverture du 1er janvier 2024 signée, ainsi que le bilan proforma, le compte rendu des réunions et séances d'échange et de validation, les différentes sauvegardes électroniques sur plusieurs supports. Voici les conseils que nous pouvons donner pour réussir une bonne migration. On vous dit en quatrième position, vous allez élaborer des comptes proforma qui peuvent être générés à partir d'un module Excel, le logiciel comptable ou élaboré manuellement en l'absence de tout ceci. Il s'agit essentiellement du bilan. Une attention particulière est portée sur la note 4 qui doit être renseignée et qui doit impliquer un changement induit par l'évolution du cadre. Vous allez voir que la note 4 vous dit que pour les changements de réglementation, vous devez renseigner la note 4 là et puis faire des explications. En quatrième position, nous vous demandons de faire une mise à jour du manuel de procédure, tout au moins comptable. Ça veut dire que forcément, quand un nouveau référentiel vient, ça met en obsolète certains éléments du manuel de procédure. Donc, soit vous revoyez carrément votre manuel de procédure, vous faites une révision, ou vous regardez déjà l'aspect comptable, c'est à revoir. Donc, vous avez une obligation au moins de revoir le module comptable là. Vous demandez à faire une révision du module comptable. Il conviendrait de procéder à leur révision. Et pour finir, tenir conformément au CCBN et produire des états financiers 2024 conformément à tout ce qui a été dit, au niveau du CCBN. Donc, c'est déjà prendre les 17 Merci heures. beaucoup, expert Kaboré, pour la présentation. Avant de résumer de ce qu'expert Kaboré a dit tantôt, déjà le thème, c'est le lucratif. Les ONG, associations, les projets et programmes. Expert Kaboré a d'abord parlé du contexte, de comment le CCBN est venu sur le droit commercial, de son article 2 et 5 qui se contredisaient. À la suite, il a parlé de l'entrée en vigueur qui a eu lieu le 1er janvier 2024. Et pour continuer, il a résumé un peu le référentiel en disant que ce référentiel comporte 3 documents, à savoir l'acte uniforme, le CCBNL lui-même et le guide d'application du CCBNL. L'acte uniforme contient 28 articles et pour son application, il doit être compilé à l'auditif, à l'exception des relatifs aux articles cités notamment. Et pour continuer, il a parlé des points d'attention du cadre conceptuel. Et pour ces points d'attention, il a présenté
de passer à la présentation et des entités par lesquelles qui sont assujetties au CCBNL, et notamment les bénéficiaires des états financiers. Par la suite, il a parlé des moyens de contrôle, puis il a terminé ce point par les sanctions. Ensuite, il a continué avec comment réussir la migration. Et il a commencé avec le constat amer, avec 8 mois d'application déjà. Il a donné des conseils pour la migration. Et puis, voilà. Donc, merci à tous déjà pour l'intérêt que vous portez à ce 4e webinaire du Café des Alliés. Donc, nous allons passer à la phase des questions. Donc, si toutefois les uns et les autres ont des questions, vous allez vous présenter nom, prénom. Ensuite, du nom, prénom, vous posez votre question et non, donnez votre fonction et vous posez la question. Donc, vous avez la parole. Oui, M. Oui, Kabore Apollinaire, allez-y. oui, moi, je vous entends. Ok. M. Kabore Apollinaire, allez-y pour votre question. Oui, bonsoir à tous. Ok, merci beaucoup pour l'initiative de cette formation qui nous permet d'être à jour de l'information fiscale. Bon, ma question, j'aimerais d'abord féliciter monsieur le présentateur pour la brillante présentation et puis, solliciter pour poser la question. Ma question va porter sur la tenue du registre des dons au sein même des entités. Voilà. Est-ce que la tenue de ce registre-là a-t-elle une vue de taxation ou bien c'est dans l'optique seulement du bon suivi des financements? Parce que, je pose la question à savoir, parce que, il y avait l'information qui circulait, une information non officielle, disant que pour les entités à but non lucratif, les subventions même des bailleurs allaient être soumises à une certaine taxe. Maintenant, je n'ai pas vraiment eu la confirmation de cette information. C'est toujours resté un peu dans le flou. Maintenant, comme lors de la formation, monsieur le formateur a parlé de la tenue du registre des dons. Voilà, j'aimerais profiter même de ce cadre-là pour poser la question, à savoir, est-ce que cela a une vue de taxation dans le futur ou bien c'est juste pour un bon suivi des revenus engrangés par les entités. Merci. OK. Merci pour votre question, M. Kabore Apollinaire. Merci pour ça. Effectivement, le registre des donateurs c'est un document essentiel et obligatoire pour toutes les entités à but non lucratif. Parce que déjà, pour les différentes, pour un auditeur qui vient, ça veut dire qu'il a une obligation d'abord de regarder ce registre des donateurs-là, pour voir si ce registre des donateurs est à jour. Voilà pourquoi on me dit que vous avez 2 cadres pour pouvoir pour instituer ce registre des donateurs. Soit vous mettez de façon électronique, soit vous mettez de façon physique. Mais le conseil, c'est déjà de faire sur les 2 éléments. Vous avez un état physique et puis un état numérique. Maintenant, sur le registre des donateurs, il faut se dire que la direction des moyennes entreprises, DME4 là, est en construction. Et j'ai échangé avec un représentant rien qu'avant-hier sur ce point. Et ils sont bien avancés. Ils sont bien avancés. Voilà pourquoi il faut que toutes les différentes entités déjà travaillent à être à jour. Parce que la nouvelle peut sortir du jour au lendemain et qu'on doit déposer les états financiers. Sinon, pour l'instant, c'est pas on doit produire des états financiers, mais ils n'ont pas encore donné, l'information n'est pas encore sortie où on vous exigera d'abord de déposer. Mais la direction est déjà là et puis tout est déjà ficelé. Maintenant, comment ce registre sera
soumis à un impôt, ça serait un peu complexe. Mais pour l'instant, ce n'est pas soumis à un impôt. Donc, on n'a pas de crainte à ce niveau. C'est juste avoir une maîtrise de tout ce que vous recevez comme subvention au cours de la période. Sinon, pour l'instant, le registre n'est pas taxé. Ce n'est pas encore imposé. Il n'y a pas d'impôt sur ça. Maintenant, si peut-être que dans l'avenir, comme on sait qu'à tout moment, on peut avoir, au niveau, on sait que c'est quoi les impôts, ça peut venir, mais pour l'instant, il n'y a pas d'informations sur ce point. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre préoccupation, M. Kabore. Oui, effectivement, vous avez répondu à la préoccupation. Mm. Et également, bon, c'est vrai que je n'avais pas bien saisi que les États se déposaient à la DME. Là aussi, c'était une question que je voulais vous poser un peu. Voilà. Mais comme Oui, bon, c'est ça. C'est ça. Ok, vraiment, merci beaucoup. Je vous Je en vous prie. reviendrai pour d'autres questions. Il n'y a pas de souci. Merci. Merci. Merci à M. Kabore Apollinaire. Mm. Donc, je reprends si toutefois les uns et les autres ont des questions. Vous présentez nom, prénom, votre fonction, puis vous posez la question. Merci. Bonsoir, moi je n'arrive pas à demander la parole. Oui, allez-y, monsieur Wong. Ok. Oui, moi c'est Ouedraogo Wangwe, mais je suis contrôleur interne dans une microfinance. Voilà. Donc, moi j'ai un certain nombre de questions que je voudrais poser. Voilà. Mais tout d'abord, je tiens à féliciter quand même le présentateur pour cela. C'est bien vrai que j'ai reçu des formations, voilà, entrant dans ce sens. Mais bon, après, quand on a encore ajouté, voilà, ça nous fait du bien. Voilà. La première question, c'est en lien avec celui de mon prédécesseur qui a posé la question en ce qui concerne le registre. Voilà, parce que le présentateur, il a parlé des donateurs, voilà, qui Mm. sera coté et paraffé. Maintenant, bon, il y a le registre en version physique qu'il a parlé. Maintenant, je ne sais pas en comment on peut également ici coter cela pour que cela puisse être coté. Si c'est physique, c'est possible, mais si c'est électronique, je ne sais pas comment ça sera fait. Voilà. Deuxième question, ça concerne la désignation d'un auditeur. Voilà. Maintenant, ils disent que, par exemple, l'auditeur, je ne sais pas si c'est l'auditeur, c'est une obligation qu'il soit un expert comptable ou pas. Je ne sais pas si vraiment cela est obligatoire parce qu'on voit que dans d'autres sociétés où il y a des auditeurs qui sont là-bas qui ne sont pas des experts comptables. Voilà. Donc, je ne sais pas si le référentiel fait cas de cela. Il faut forcément être un auditeur et un expert comptable. L'autre question, ça concerne également aussi en lien avec l'auditeur. Est-ce que c'est le même auditeur qui certifie les états financiers ou bien c'est un auditeur externe qui vient certifier les états financiers? Maintenant, ce qui concerne également aussi, on a demandé de dresser l'inventaire. Je ne sais pas si c'est l'inventaire des immobilisations ou bien, bon, puisque non pas plus, si c'est l'inventaire des immobilisations également. Voilà, donc je ne sais pas. L'autre question, ça concerne le renseignement sur l'exercice N-1. Voilà, parce que le formateur a eu à mentionner que le N-1, c'est pas obligatoire. Je ne sais pas, bon, puisque à chaque année, si l'entité existe déjà, il faut forcément N-1 pour quand même permettre de faire ce qu'on appelle l'intangibilité du bilan. Donc, je ne sais pas comment on peut renseigner cela sans pour autant mentionner N-1. Donc, l'avant-dernière question, ça concerne le modèle de mémo. Voilà. Donc, je ne sais pas de la manière qu'il a présenté le tableau de passage, s'il pouvait par exemple nous présenter un modèle de mémo, voilà, comme le tableau de passage, ça nous permettra de voir comment est-ce qu'on peut faire un mémo, voilà, donc pour des générations à venir. Et la dernière question, c'était le compte pro forma. Je ne sais pas, c'est quoi exactement un compte pro forma? Je vous remercie. Monsieur Kabore, vous avez la parole. Merci, le modérateur. Vous allez m'aider si je saute une question. Donc, Ça je marche. reviens au niveau de la première question. La première question, c'était lié au registre des donateurs que je venais de répondre à M. Kabore Apollinaire. Et effectivement, voilà pourquoi je disais que c'est mieux déjà d'aller sur ces deux volets-là. Parce que
effectivement, c'est comme une contradiction qui se dit faire le numérique et puis faire le physique, ou soit faire le physique. Voilà pourquoi pour le conseil, c'est de faire les deux. Parce que ça serait compliqué de faire des trucs paraffés en numérique. Donc, ça, ce côté, c'est réglé. Le deuxième volet, c'est déjà revenir sur je pense que la deuxième question, c'est lié La euh, désignation de à la l'auditeur. désignation de l'auditeur. Effectivement, l'auditeur que vous allez désigner, c'est forcément un auditeur. Voilà pourquoi on vous dit de désigner un auditeur qui est sur le tableau de l'ordre des experts comptables ou une structure qui est carrément accréditée pour ça. Et pour l'instant, une structure qui est accréditée pour certifier les comptes là, c'est au niveau du, du tableau des ordres des experts comptables. Et tu ne peux pas être dans le tableau le tableau sans être pour autant un expert comptable. Donc voilà pourquoi on vous dit forcément l'auditeur que vous allez désigner doit être un expert comptable pour pouvoir certifier vos comptes. Maintenant, la question de certification des comptes, est-ce que désigner un cabinet pour certifier, cabinet pour certifier et un autre auditeur pour faire, vous avez les deux versions. La logique voudrait que souvent, vous avez des entités qui ont une assistance comptable qui vient, et un auditeur, un cabinet d'expertise comptable qui vous assiste. En ce moment, c'est eux qui font la certification. Ils certifient les états et maintenant l'auditeur vient auditer ces états. Maintenant, vous avez des cas aussi où c'est l'auditeur qui vient même maintenant. Et à la fin, quand vous finissez, vous dites que les états financiers sont sincères et fiables. C'est la même manière que vous finissez de certifier. Donc, c'est la même. L'auditeur que vous allez désigner là, lui, il ne fait que certifier les états financiers parce que dans son rapport, il a une obligation de donner son opinion. Et dans son opinion qu'il va donner, soit il dit que les états financiers ont été certifiés, soit il dit que les états financiers c'est sous réserve ou bien défavorable, ou il y a une impossibilité de certifier. En ce moment, ça veut dire que l'auditeur que vous avez désigné a certifié en même temps les états financiers. La troisième préoccupation, c'est déjà lié au fait, lié, je pense, au compte pro forma. Ou non, c'est lié Aux au fait immobilisations. aux immobilisations, l'inventaire. Forcément, Oui. non, je pense que c'est la question doit être liée au livre d'inventaire qu'on doit produire dans les obligations, là, les livres d'inventaire. Et dans les livres d'inventaire, là, vous avez tout ce qui est les documents obligatoires, soit une balance, grand livre et tout, tout, tout. Mais si je dois parler aussi des inventaires, vous avez une obligation de faire un inventaire avant de passer à la, à la migration. Vous ne pouvez pas faire l'inventaire, vous pouvez même pas migrer sans pour autant faire un inventaire parce qu'il y a des implications, il y a des traitements comptables qui vont changer en fonction aussi de l'entité. Soit vous êtes en association, soit vous êtes en termes de projet. Il y a des implications. La, la troisième préoccupation, la troisième préoccupation vient au niveau je pense, au niveau de l'année N-1 où j'ai dit de ne pas, on n'a pas l'obligation de renseigner pour la première année de l'année N-1. Mais pour les années à venir, vous avez une obligation de renseigner le N-1. Donc, pour faire le 2024, là, vous n'avez pas obligation de renseigner pour 2023. Donc, vous pouvez juste faire pour bilan d'ouverture de 2024. Donc, en ce moment, on aurait juste l'année N. Mais les années à venir, vous avez une obligation de mettre l'année N et l'année N-1. Parce que même si vous faites pour cette année-là, la comparabilité, là, ça ne serait même pas comparable. Parce que beaucoup de choses vont changer, des comptes, des changements de comptes. Donc, vous ne pouvez même pas comparer si vous alliez, parce que si vous devez faire ça, forcément, vous devez retraiter les 2023 même en CC Non, alors on vous dit de ne pas faire ça. Vous prenez juste la balance du 2023 d'ouverture là. Vous retraitez pour avoir un bilan d'ouverture et pour vous générer seulement. Et vous avez des comptes pro forma, c'est en même temps le bilan d'ouverture là que vous allez avoir en année N. Pas besoin de l'année N-1. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les préoccupations ou si les préoccupations aussi Il, ont été il bien gérées. demandait un modèle de mémo aussi. Le modèle de mémo, ce que nous, on peut faire pour l'instant, c'est vrai qu'on a des modèles de mémo, mais c'est pour en termes de confidentialité, c'est pour des structures avec qui on a, déjà, il n'y a pas le modèle comme ça, c'est juste que c'est déjà renseigné. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est après maintenant, on va échanger ensemble et si on peut prendre le coordonnées et on verra bien comment enlever les différentes informations confidentielles là, et puis soumettre maintenant. Pour terminer, il demandait qu'est-ce qu'un compte pro forma. Les comptes pro forma, là, c'est ce que je disais, c'est déjà avoir travaillé, avoir un bilan d'ouverture. C'est ça. Monsieur Ouedraogo Aimé, je ne sais pas si on a répondu à toutes vos questions et si vous Oui, êtes oui, satisfait. et oui, il a répondu à toutes mes questions, mais j'avais également aussi
une autre question qui est en lien avec la désignation d'un auditeur là. OK. Voilà. Maintenant, parce qu'ils disent qu'il faut forcément un auditeur, un expert comptable pour cela. Mais actuellement, on constate qu'il y a des auditeurs qui sont dans les projets, dans les associations et qui ne sont pas des experts comptables. Bon, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez Moi, quand vous dites auditeurs? les auditeurs qui sont en termes d'accompagnant ou bien je ne comprends pas la question. Auditeur, Non, non, bon, puisque c'est selon ce que le CCVN dit. Il faut forcément un Oui, expert non, comptable, en fait. Maintenant, je ne sais pas s'il y a différents types d'auditeurs. Bon, c'est là aussi. non, non, c'est votre question là que moi, je n'arrive pas à comprendre. Vous avez, quand vous dites qu'il y a des auditeurs qui sont déjà dans les associations, vous parlez d'un auditeur qui est interne ou externe d'abord? Interne, en fait. Non, déjà, Des- même dans le commerce, tout ce qui est commercial, il y a des auditeurs internes. Mais un auditeur interne, même si tu es un expert comptable, voilà pourquoi j'ai dit de faire la différence entre un expert comptable diplômé et un diplômé d'expertise comptable. Ils ont les mêmes diplômes, mais ils ne peuvent pas faire la même chose. Celui qui est expert comptable diplômé, lui, il a une obligation, lui, il peut certifier. Il peut certifier des états financiers. Mais celui qui est diplômé, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a tout le background, mais qui n'est pas inscrit à l'ordre des experts comptables. Donc, en ce moment, il est salarié, il est comme un auditeur interne au sein d'une structure. Il peut faire même tout le travail. Il a l'expérience, tout, mais il ne peut pas certifier des états financiers. Est-ce qu'on se comprend? Il ne peut pas certifier vos rapports. Donc, OK. c'est deux dimensions même les structures commerciales que vous voyez, toutes les structures commerciales là, que vous voyez, industrielles, banques, microfinance, oui, ils ont des auditeurs. Mais ces auditeurs ne peuvent même pas certifier. Forcément, il y a un commissaire ou un auditeur qui serait désigné, qui va certifier les rapports. OK, on se comprend maintenant. Sinon, moi, je voyais, quand on parle de désignation d'un auditeur, moi, je voyais déjà un auditeur interne, en fait. Donc, Non, maintenant, si c'est non. tel que répondu, je pense que C'est externe, je suis satisfait. c'est externe. Voilà, OK. Maintenant, la dernière question, ça concerne, par exemple, puisque quand on regarde, par exemple, le CCVNL et puis l'ancien référentiel, il y a des changements. Est-ce qu'au niveau des écritures comptables, il y a eu peut-être des changements majeurs? Puisque, bon, on n'a pas fait cas de cela. Je ne sais pas s'il y a eu quelques changements aussi. Si on liés surtout, forcément, il y a des changements. Parce que dans la pratique, ce que nous voyons, du moment qu'il n'y était pas fait obligation d'appliquer le 6 quadra, on ne peut même pas parler de changement. Parce que toutes les entités à but non lucratif n'utilisaient pas forcément le même référentiel. Donc, notre constat sur le terrain est comme ça. Ça veut dire qu'actuellement, nous avons des structures qui n'ont même pas de logiciel. Ils tiennent leur truc là sur la base d'un tableau Excel seulement que le bailleur a envoyé. Ils remplissent tout, et puis ils envoient seulement les différents états. On a des entités qui utilisaient le 6 quadra. On a des entités qui ont implémenté même des systèmes des bailleurs. Donc, il n'y a pas, maintenant, si c'est pour le 6 quadra, c'est beaucoup utilisé le 6 quadra. Si c'est pour le 6 quadra maintenant au CCBNL, effectivement, il y a des écritures qui ont changé. Mais c'est ça que je disais que cette formation-là, ce n'est pas une formation plutôt axée parce que si on axe, soit on part sur les associations, soit on part sur le projet. Et en ce moment, on devait forcément parler des différentes écritures comptables qui ont changé ou les schémas d'écriture comptable liés à l'entrée en vigueur du CCBNL. Forcément, il y a beaucoup de changements, mais les changements ne sont pas aussi grands que ça. OK, je vois. D'accord. Merci. Merci bien, c'est bon. Je vous en prie, monsieur. OK. Merci. Nous allons continuer avec ceux qui lèvent la main avant de revenir à ceux qui envoient les messages. Donc, monsieur Zungrana Oumarou, vous avez la parole. Oui, bonsoir, merci bien pour l'occasion. D'abord, c'est dit merci au formateur pour la clarté de la présentation. Et je ne sais pas si c'est un complément que je voulais apporter. Entre-temps, j'ai quitté le webinaire. Je ne sais pas si ça a déjà été dit. Pour commencer, il faut dire que l'avènement même du CISBNL, là, tout le monde n'attendait que ça. Parce que quand on voit l'exclusion que la UDCIF a bancaire, concernant ceux qui sont dans l'assurance et le CISBNL, toutes les autres sociétés formes de structures là avaient des référentiels prévus.
Mais pour le CISVNL, ce n'était pas le cas. Donc, c'était quand même une nécessité qu'un référentiel soit mis en place pour traiter un peu de la comptabilité liée à ces sociétés. D'autant plus que, bien avant ça, chacun allait dans son sens. Il y a d'autres qui appliquaient le plan comptable du bailleur, d'autres appliquent le CISCOADA. Donc, en tant qu'auditeur, même pour pouvoir contrôler ces types de structures, on avait des difficultés parce que chaque fois, il fallait quand même faire une prise de connaissance. Il fallait vraiment, compte tenu du fait qu'il n'y a pas de procédures, il n'y a pas des états financiers propres et communs à toutes ces structures-là. Donc, du coup, l'avènement du CISVNL, c'était vraiment bien attendu. Voilà, ce que je voulais apporter comme complément, ça contribue, c'est en même temps une préoccupation, c'est la question des partis politiques. Parce que j'ai cru comprendre que il y a quand même eu des discussions autour de ça parce que nous le savons, hein, les partis politiques sont des structures qui ne veulent pas vraiment qu'on ait une visibilité sur ce qu'ils font. Et ce que je veux compléter, c'est qu'il y a quand même une brèche qui a été ouverte à ce niveau pour permettre aux États partis de pouvoir, s'il y a quelque chose de prévu pour gérer la comptabilité de ces partis politiques-là, que ces partis politiques ne soient quand même pas soumis au CISVNL. Je pense que c'est un peu le compromis qui a été pris par le législateur pour quand même permettre la mise en place du CISVNL. Maintenant, ma préoccupation là, c'est concernant les associations. Parce que nous avons des associations actuellement là qui concurrencient avec des structures privées qui ont des activités, par exemple, je prends un exemple, qui font par exemple de la restauration et qui font des activités qui sont souvent même imposées par le fisc. Dans de pareilles circonstances, est-ce que ces associations qui sont soumises même à l'IS doivent appliquer le CISCOADA ou bien avec l'avènement du CISVNL, là, ils doivent, comment dirais-je, se projeter vers le CISVNL. Parce qu'avant, c'était un peu l'activité là qui a été visée et imposée. Donc, du coup, c'est comme si c'est l'association que nous voyons. Mais est-ce qu'avec l'avènement du CISVNL, là, ce n'est pas nécessaire d'avoir une clarification sur ce volet-là pour qu'on sache si l'association fait des résultats comme le formateur l'a dit et que ces résultats-là ne vont pas servir à un partage, ces résultats vont être utilisés, par exemple, pour améliorer la vie des membres là, que quand même ces associations ne soient pas. Parce que s'ils sont imposés à l'IS, ça s'apparente à une société commerciale. Donc, du coup, ma préoccupation là, c'est quelle conduite il faut tenir vis-à-vis de cette pratique-là. Merci. Modérateur. Allô? Merci, expert Kabore, vous avez la parole. OK. Donc, merci à expert Zougrana. Merci pour les éclaircissements aussi et que la préoccupation. Effectivement, nous avons, déjà, voilà pourquoi il est dit clairement, dans le champ d'application là, qu'il y a les associations et puis les ordres professionnels. Et on vous dit que les entités qui ont les autres entités là, ça veut dire que pour les trucs, les partis politiques, ça veut dire que sauf s'il y a des tests nationaux, en ce moment, c'est les tests nationaux qui seront applicables. S'il n'y a pas de tests nationaux, là, vous allez forcément appliquer le CISVNL. Donc, je viens juste compléter ce qu'il a dit par rapport au truc. Maintenant, sa préoccupation liée aux associations qui font des activités génératrices de revenus. La définition est claire sur ce niveau. On vous dit, ce n'est pas exclu pour être appelé activité à but non lucratif là, ce n'est pas forcément que vous ne réalisez pas des activités. Si vous êtes une association, vous réalisez des activités. Si ce que vous réalisez, ce que vous générez là, le but de tout ce que vous générez là, ça doit être utilisé pour faire l'aspect social. Je prends un exemple. Une association qui travaille déjà, qui fabrique ou dans le modèle, il y a une formation ou dans des projets où il y a une formation des apprenants et à la fin, ils ont réussi à produire maintenant les jus qu'ils commercialisent. Oui, tout ce que vous commercialisez, ça doit être utilisé pour l'objet social.
l'objet social même de l'association. Parce que chaque association a son objet social. Maintenant, si votre objet social, c'est de lutter, si vous utilisez ce que vous générez comme pour pouvoir faire votre objet social, en ce moment, il n'y a pas de problème. Mais tant que vous allez vouloir utiliser pour autre chose, pour autre activité, ou bien faire des partages de dividendes, parce qu'on a vu dans certaines associations où ils font juste des schémas de clôture, mais à la fin, tu te rends compte que c'est juste pour faire sortir l'argent. Ce n'est pas des partages de dividendes, mais à la fin, quand tu analyses bien, au final, là, ça fait. Donc, en ce moment, il ne peut pas être traité comme des entités à but non lucratif. Et forcément, ils seront. Parce que voilà pourquoi la DME, là, la DME va réglementer tout ça. Ça veut dire que si vous, à la fin, on se rend compte que vous faites des activités génératives de revenus, là, on va imposer forcément ces différents revenus, là. Mais sinon, pour l'instant, c'est clair, tout ce que vous générez comme revenu, si ce n'est pas utilisé pour autre chose que c'est votre objet social et votre fonctionnement, en ce moment, on n'a pas de problème. Mais vous avez certaines entités, vous avez des associations, ils font comme ça, mais à côté, là, vous allez voir qu'ils ont créé beaucoup de salariés et ils font des partages. Donc, finalement, ce sont des sorties forcément de... Mais à la fin, si on calcule, c'est lié au fonctionnement. Ils vont te dire que c'est lié au fonctionnement, mais la DME peut-être va pouvoir éclaircir tous ces différents éléments. Merci Modérateur, pour je la vous prie. réponse. Monsieur Zungrana, votre question a été répondue. Oui, exactement. Merci bien. Merci beaucoup. Merci, merci. Ok, merci à vous. En attendant qu'une autre personne lève la main, il y a Monsieur Korogo Erwende Adel, un étudiant, qui pose la question à savoir, sa question concerne le tableau de passage. Que pouvons-nous attendre comme changement lié à l'évaluation des actifs? Ok. Ok, merci, monsieur Koro. Donc, il faut déjà, pour parler même de ça, il faut d'abord qu'on se situe soit on est en association, soit en projet. Parce que vous allez voir que les traitements ne sont pas pareils. En termes de, quand je suis en association, comment je dois comptabiliser ces immeubles. Et quand je suis en projet, comment ces immobilisations doivent être traitées. Donc, il faut déjà qu'il arrive à nous éclaircir par rapport à ça. Et ce tableau de passage, là, forcément, il y aura des traitements. Et vous allez voir qu'il y a certaines entreprises, certaines entités qui mettaient tout dans le compte 14. Et maintenant, en fonction des différents comptes, là, d'autres vont vous dire d'aller mettre maintenant dans le compte 16. Donc, forcément, il y aura des changements de compte. Mais au niveau des immeubles, ça tout dépendra maintenant soit de l'association, si je suis en association ou du projet et du traitement que je faisais avant. Merci pour votre réponse. Mm. Je ne sais pas si M. Korogo est satisfait. Si, Suivons toujours avec les questions. Oui, M. Apollinaire. M. Kabura Apollinaire, vous avez la parole. je pense qu'il avait déjà pris la messe. Peut-être qu'il n'a pas, il a juste oublié de descendre sa messe. Ok. Mais je me disais que ce n'est pas forcément des questions. Hein. S'il y a des gens qui ont des compléments d'information aussi, certains peuvent partager en fonction de leur expérience. Avant le... M. Ouedraogo Aimé. Ok, C'est pour merci une autre de... question. Merci de... Oh, non, bon, je voudrais juste demander si par exemple, je pouvais également s'organiser peut-être un autre séminaire pour parler surtout de traitement, voilà, donc des opérations comptables dans le cadre du CCBNL, en fait. Voilà, c'était juste pour leur demander s'il y avait une possibilité de le faire, quoi. Ça va également aussi nous être bénéfique. D'autant plus qu'il y a des changements qui sont liés également aussi aux écritures comptables. Yes. Merci. M. Kabura, vous avez la parole. Ok, merci merci pour ça, monsieur Ouedraogo. Ok, je vais peut-être me renseigner avec les premiers responsables parce que c'est vrai que comme ce cadre est plus spécifique et peut-être
Et ça, c'était une information générale. Parce que si on doit traiter ces genres de cas, forcément, on doit décider soit de faire association ou de faire des projets. Parce que en 1 ou 2 heures, ça sera compliqué de faire un traitement lié aux différents changements induits par le niveau référentiel. Mais c'est possible. C'est possible. On va juste se renseigner et puis voir cette possibilité. Si c'est possible seulement, nous allons lancer dans les prochaines webinaires, là, on peut lancer des jours ou pour des associations, des jours pour des projets. Et maintenant, ça sera au cas par cas. Donc, c'est possible. OK. Il y a Senour Keri qui posait la question à savoir à quand la nouvelle formation et le coût. Donc, je vais passer la parole à M. Ouedraogo Justin pour cette question. D'accord, Monsieur Kéré, merci beaucoup pour votre intérêt. Pour les webinaires, nous avons un webinaire chaque semaine et Monsieur Yamuro va vous donner les informations du prochain webinaire qui va se dérouler le samedi prochain. Bon, le thème est déjà connu. Il faut savoir que nous avons un groupe Fidali Futurs Alliés où nous partageons des informations déjà là-bas en l'exclusivité. Je vais vous partager le lien et vous pouvez cliquer puis joindre. Quant à une formation sur le CCBNL, généralement, nous organisons des séminaires de 3 à 5 jours qui sont payants. Maintenant, actuellement, nous n'avons pas un séminaire programmé pour le mois d'août qui finit déjà, mais pour le mois de septembre, octobre, novembre et décembre, nous aurons des formations sur le CCBNL. Il faut savoir aussi que nous accompagnons toutes les structures qui veulent pour le basculement vers le CCBNL et aussi nous sommes en collaboration avec les représentants de la société Tomate qui installent les logiciels Tom Pro au Burkina ici. Donc, en cas de besoin, vous pouvez nous joindre directement. Je vais laisser les contacts dans le chat et aussi insérer le lien de notre groupe WhatsApp. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Monsieur Kéré. Oui, merci bien. Il y a M. Bagré qui demandait s'il pouvait poser une question. Je ne sais pas s'il peut aller maintenant. M. Bagré Rasman, vous êtes là? Par rapport aux associations qui font aussi des activités lucratives, quels sont les enjeux liés à ça? M. Kabore? Je pense que j'ai déjà répondu à la préoccupation et c'est ce qu'on voit sur le terrain. C'est juste que je reviens seulement, je rappelle, juste un rappel encore pour dire que l'aspect lucratif là, l'aspect lucratif à son sens même là, c'est juste que vous partagez des dividendes. Si la structure, l'association fait des activités qui génèrent des revenus, mais à la fin, vous ne partagez pas des dividendes, vous êtes toujours logé en tant qu'association et que vous devez utiliser le CCBNL. Mais maintenant, si vous faites ça, et puis maintenant, en arrière-plan, maintenant, il y a un système où vous voulez partager les dividendes que vous générez liés à votre activité. Là, c'est ça maintenant la préoccupation qui peut nécessiter au fait qu'on vous déclasse forcément du CCBNL. Merci bien. Ouais, bonsoir. Oui, Bonsoir à bonsoir. tous. Oui, Bonsoir. je ne sais pas, je voudrais éclaircir la question par rapport à ça. Par exemple, une Oui, association allez-y. j'ai dit une association X peut-être du passé, de par son passé qui a peut-être à son sein un centre médical. Maintenant, avec l'entrée en vigueur donc, du CCBNOL, c'est-à-dire que ça, bon, l'association doit détasser maintenant le centre médical à l'association elle-même. Maintenant, moi, je voudrais savoir, alors que les années antérieures, parce que comme ça fonctionnait un peu tout, c'est-à-dire qu'il ne faisait pas des états financiers en ce sens. Je voudrais savoir maintenant quelles sont les différentes dispositions à prendre pour ne pas peut-être avoir des complications au niveau des impôts. Voilà. Merci. Modérateur. Allô?
Monsieur Amiro. Oui, monsieur Kabore, vous pouvez aller. OK. Et déjà, je ne sais pas si c'est une préoccupation ou c'est en même temps une proposition. Parce que ce n'est pas forcé Oui. à l'association de détacher son centre médical. On a juste dit de faire de telle sorte, on n'a pas dit de ne pas faire des activités qui génèrent de revenus. Maintenant, l'activité qui génère de revenus, là, si vous prenez, il y a certaines associations, effectivement, qui ont des trucs comme ça, qui ont des centres médicaux, qui font ça. Maintenant, les entités qui font ces centres médicaux-là et qui, l'activité, ce que ça génère comme revenu, là, ça ne doit pas servir de partage de dividendes. Une fois que c'est servi pour des partages de dividendes, en ce moment, vous êtes obligé, en ce moment, de faire ce que vous avez dit de faire là. En ce moment, forcément, on va détacher l'activité, le centre là à part et puis l'association à part. En ce moment, on crée une autre structure qui va venir gérer rien que le centre médical. Et c'est comme la création d'une nouvelle structure. Il n'y a même pas de complications. Là, vous détachez. Mais si vous pensez que le centre médical est lié même à l'association et que c'est l'aspect social, c'est pas en arrière-plan, c'est pas pour partager des dividendes, mais que tout ce qu'on utilise, que ça génère là, c'est pour en même temps réaliser les activités liées à l'association ou le fonctionnement lié à l'association. Parce que vous avez des centres médicaux qui font des facturations, qui font tout. Mais à la fin, tout ce qu'ils gagnent là, c'est juste des rétributions ou des trucs de salaire pour le fonctionnement même de l'association. Donc, parce qu'à la fin, l'association ne doit pas vivre rien que des subventions. Donc, si vous avez une activité qui permet de générer des revenus et en même temps qui vous permet de générer qui permet de faire votre fonctionnement et faire des activités liées à votre association, des activités, il n'y a même pas de souci. Vous êtes toujours dans l'aspect association. Mais si vous pensez que vous êtes le centre médical qui a été créé là, c'est pour générer des revenus qui vont servir à partager des dividendes, en ce moment, vous avez une obligation. La solution est vite proposée, comme ce que vous avez dit, de séparer les deux et créer maintenant une autre structure pour loger le centre médical. OK. Merci pour votre intervention. Une OK, dernière merci. question, s'il y en a. Pardon. Ouais, merci à Esper Kabore pour les éléments de réponse. Maintenant, moi, je voudrais savoir, par exemple, le centre médical qui doit facturer aussi les clients, est-ce obligé d'utiliser en ce moment le numéro IFU de l'association ou bien, bon, je veux savoir la bonne manière, quoi, ou bien il est une obligation donc au centre là, voilà, de se détacher et puis avoir son numéro IFI. Vu qu'il y a aussi les questions d'exonération en matière donc, des entités. Non, Merci. il faut juste faire attention. Les Oui, associations n'ont pas d'une exonération. Pour avoir des exonérations, c'est soumis oui, c'est soumis à un document d'exonération où c'est très, très difficile d'avoir. Il faut vraiment batailler pour avoir des exonérations. Donc, la plupart des associations qui ont des centres où ils réalisent des activités là, forcément, oui, l'association là, et le centre même n'a pas de nom, la plupart, c'est lié à l'association forcément. C'est le nom de l'association que ça prend. Donc, forcément, c'est comme si c'était des détachements de l'association. Donc, forcément, vous allez utiliser forcément. Si vous créez un autre niveau IFU, ça veut dire qu'en ce moment, vous avez dit que c'est deux structures distinctes. oui. Alors que ce n'est pas deux structures distinctes, forcément, ça veut dire que si vous réalisez, si le centre est lié à l'association, forcément, vous allez utiliser le numéro IFU de l'association et en ce moment, vous générez tout, vous faites vos activités, mais juste que vous devez faire attention pour que c'est tout ce que vous générez comme activité, comme revenu là, que ça ne soit pas utilisé pour des partages de dividendes. Ça doit être utilisé pour le fonctionnement et votre objet social lié à l'association. Si ce n'est pas ça, vous êtes obligé de créer votre centre à part et le centre sera à part et l'association à part. Et quand vous créez un centre à part, forcément, vous allez avoir un numéro IFU où vous allez faire votre activité qui sera soumis maintenant aux différents impôts d'une société en ce moment commerciale. OK. Merci bien, Esper Kabore. Merci, M. Bagri, pour vos questions. Donc, si toutefois il n'y a plus de questions, nous allons conclure. Une dernière question. OK. Merci à Expert Kabore pour cette brillante présentation. Merci aux uns aux autres pour l'attention. Ainsi prend fin le 4e webinaire hebdo.
du Café des Alliés sur le thème Les enjeux de l'entrée en vigueur du CCBNL pour les entités à but non lucratif. Ok, Pour le merci, prochain merci. webinaire, qui sera le 5e, le thème sera les techniques de prévention du risque fiscal. Il sera animé par M. Soyakuba, un inspecteur des impôts et diplômé du DESCOGEF. Donc, merci à tout un chacun pour ce temps passé et excellente soirée à tous. Merci et bonne soirée à vous. Merci. Eh bien, merci. Bonne soirée à vous tous. Merci à tous pour votre présence. Si vous n'avez pas encore intégré notre groupe, le lien pour intégrer le groupe se trouve dans le chat. Vous pouvez cliquer et directement rejoindre. Nous partageons en exclusivité les informations de nos prochains webinaires là-bas en première position. Donc, merci à tous et bonne soirée. Merci.